Bonjour à tous. Donc Nassim Guita, je suis directeur général de Pharmaxium. Donc Pharmaxium est une société de conseil et de formation qui, au fait, nous essayons de couvrir l'ensemble des thèmes liés à l'industrie de santé. Au fait, nous avons un focus sur le pharmaceutique et le dispositif médicaux. Et au travers de notre approche, nous comptons aussi lancer des services novateurs. En fait, c'est un peu dans l'ADN de Pharmaxium. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons vous présenter la pharmacométrie. Donc, concept et perspective d'utilisation en Algérie. Vous allez voir que, au fait, nous allons essayer d'ouvrir un nouveau champ d'application, disons, une nouvelle discipline en Algérie. Donc avec Salim Bouchen qui est consultant expert dans ce domaine. Alors, merci Nassim. Je voudrais vous remercier d'abord d'être là pour assister à cette présentation. Deuxièmement, je voudrais remercier également les organisateurs du CIFAL de me donner l'opportunité de présenter ma discipline. Donc, pardon. Comme Nassim l'a dit, l'axe de la présentation sera de présenter et d'introduire la pharmacométrie avec un bref aperçu de la théorie et puis ensuite de discuter, de présenter les deux potentielles applications en Algérie. Donc en fait, avant d'introduire, je vais avoir une petite présentation historique et aborder un petit peu le sujet. Donc pharmacométrie, si on devait simplifier d'un point de vue historique, c'est vraiment le cœur de la pharmacométrie, c'est la pharmacocinétique. Et on peut voir qu'en fait, vraiment, le développement des modèles pharmacométriques est quelque chose d'assez ancien. Et ici, par exemple, on a le premier modèle de pharmacométrie réellement référencé, date de 1937. Donc c'est pour montrer qu'avant l'ordinateur et la capacité de calcul qu'on a aujourd'hui, il y avait déjà des gens qui avaient essayé de décrire de manière élaborée, en fait, l'exposition de l'organisme au produit. Donc en gros, voilà comment Théorel, lui, a décrit son modèle. Donc on voit que c'est un modèle qui se base sur la physiologie, qui est écrit à la main, avec des petits calculs, les graphiques décrivant les concentrations en fonction du temps dans différentes matrices biologiques est également un graphique fait à la main. Donc c'est une discipline récente d'application, mais avec des ancrages théoriques et conceptuels assez anciens. Alors plus formellement, donc, les concepts de pharmacocinétique et de pharmacodynamie apparaissent entre les années 60-70 avec l'apparition de l'informatique et de nouvelles perspectives. Un réel boom apparaît dans les années 80 et 90 avec l'intérêt premier des agences de régulation pour vraiment cadrer le domaine, avec une reconnaissance internationale à la fois scientifique mais aussi de la part des autorités. Et puis je dirais les 10 dernières années, on a réellement un boom du fait de l'augmentation de la capacité, des nouvelles thérapeutiques compliquées et aussi de la globalisation, de la mondialisation qu'on vit. Donc l'intérêt vraiment d'avoir des médicaments qui soient utilisables partout sur des sous-populations différentes. Donc on pense à la génétique, aux différentes génétiques à travers... Donc voilà en gros comment la pharmacométrie s'articule. Donc le plan de la présentation, comme je l'ai dit, il y a eu l'introduction de la discipline et ensuite les concepts théoriques. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur les concepts théoriques, mais il y a certains aspects qui paraissent importants pour ensuite comprendre les cas pratiques. Et ensuite les deux applications potentielles qui peuvent être appliquées en Algérie. Donc d'abord, la définition, si on devait définir la pharmacométrie, c'est en fait la science qui quantifie en fait les caractéristiques de la pathologie, du médicament et en plus de l'étude, du cadre dans lequel ceci est étudié. Et l'objectif, c'est réellement d'influencer le développement des médicaments, mais également, ça peut être appliqué au lit du patient, donc au niveau de la décision thérapeutique. Les médecins, les pharmaciens sont directement concernés, qu'ils soient au niveau clinique ou au niveau du développement des médicaments par cette discipline. Si on devait regarder l'application de la pharmacométrie dans un cadre classique de développement de médicaments, on dirait que c'est vraiment une discipline qui est d'aide à la décision. C'est-à-dire que c'est est-ce qu'on continue le développement ou on l'arrête. Alors on voit que les décisions peuvent être
Pardon. Ah, oui, donc les décisions au début sont forcément plutôt en interne au sein des laboratoires, donc savoir si on passe de l'animal à l'homme et ensuite de phase 1 à phase 2, etc. Et puis plus on avance, plus la pharmacométrie va servir plutôt à la décision et va servir le laboratoire à favoriser l'acceptation et la décision des autorités de régulation. Donc le but étant de la mise sur le marché du produit. Toute la liste qui suit ensuite, c'est vraiment toutes les différentes étapes dans lesquelles on peut intervenir. Donc il y a la cible, il y a aussi le choix du candidat, le design de l'étude qui peut être optimisé, le choix des doses et finalement, à la fin, quand on arrive vraiment, le choix des doses et l'adaptation des doses dans différentes sous-populations. Alors la pharmacométrie, un modèle pharmacométrique décrit un système biologique qui devait être résumé en plusieurs points. Donc on a le traitement et on a l'exposition, donc la concentration en fonction du temps du produit. Donc ça c'est la pharmacocinétique. Et puis ensuite la pharmacocinétique qui agit sur différents paramètres au niveau de l'organisme. Donc biomarqueurs qui peuvent être des marqueurs de l'efficacité, de l'effet thérapeutique ou bien de la toxicité. Donc là c'est la partie pharmacodynamique. Et tout ceci est simplifié par une représentation mathématique. C'est ce qui permet en fait de simplifier le système et avoir des décisions et des paramètres facilement interprétables pour justement savoir si on continue ou on arrête, si c'est toxique ou pas toxique, etc. Donc c'est vraiment l'alliance de la pharmacologie et des mathématiques et des statistiques. Alors les deux concepts clés dont j'ai parlé dans la slide précédente, c'est la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, qui peuvent être résumés de manière assez grossière par deux choses. La pharmacocinétique, c'est vraiment l'action de l'organisme sur le médicament, savoir comment le médicament évolue au sein de l'organisme. Et puis la pharmacodynamie, c'est l'effet, qu'il soit toxique ou positif ou bénéfique, et c'est l'action du médicament sur l'organisme. L'architecture d'un modèle de pharmacométrie comprend trois parties. Il y a le modèle structurel qui peut être résumé par la description structurelle de la physiologie. Donc on a le compartiment plasmatique, l'interstitiel, les tissus profonds par exemple. Ensuite il y a le modèle statistique qui va prendre en compte la variabilité. On ne réagit pas tous de la même façon lorsqu'on nous administre un médicament. Donc ça va être géré par ce modèle statistique où on va quantifier cette variabilité. Et en troisième lieu, c'est le modèle de covariable. La variabilité, on ne la diminue pas, elle existe, elle existe. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'expliquer. Alors ça peut être la génétique, ça peut être des considérations démographiques, ça peut être en Algérie versus en Amérique du Nord, on est différent, donc on réagit différemment. Donc les covariables, souvent on a tendance à dire que ça diminue la variabilité, mais en fait c'est pas vraiment ça, ça l'explique. Et en dernier lieu, donc pour la partie d'introduction, un modèle de pharmacométrie n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire qu'on développe un modèle de pharmacométrie avec les données dont on dispose, on l'utilise, on prend une décision, on fait d'autres études, qu'elles soient expérimentales ou cliniques, on obtient de nouvelles données, on les réinjecte dans le modèle de pharmacométrie, on affine nos résultats et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans un cas d'apprentissage de confirmation, C'est vraiment pas quelque chose qui, une fois est construit, ne sert plus. C'est vraiment quelque chose qui s'enrichit et qui continue à être utilisé au fur et à mesure. Alors, les aspects théoriques d'un modèle de pharmacométrie, j'ai pris le cas de la pharmacocinétique volontairement parce que c'est assez simple et puis ça permet aussi de passer en revue les différents aspects. Donc en pharmacocinétique, ce qu'on veut décrire, ce qu'on veut comprendre, c'est l'exposition de l'organisme à une molécule. Donc c'est caractérisé par quoi? La concentration en fonction du temps. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on détermine des paramètres pharmacocinétiques classiques, donc concentration maximale, le temps de concentration maximale, Tmax, l'exposition qui est souvent l'air sous la courbe, la concentration minimale et puis la demi-vie. Donc vraiment, c'est vraiment des concepts assez simples et assez classiques. Et c'est ce qui permet de caractériser la pharmacocinétique. Alors, comme j'ai dit précédemment, au niveau des structures de modèles pharmacométriques, et ici pharmacocinétiques, qui vont décrire en fait le système, l'organisme par exemple, on a deux cas de figure. On a le cas des modèles empiriques, où en fait on va simplifier, on va dire on a un compartiment central à peu près
environ 5 litres, c'est le plasma. On a 20 litres, c'est le système, le fluide interstitiel. Et puis plus, c'est les tissus profonds, l'adipose, etc. Donc ça, c'est simplification. C'est des modèles très utilisés dans les soumissions parce que c'est simple à interpréter et c'est très intéressant pour la décision. Et c'est pratique d'utilisation aussi. Donc ici, par exemple, on a le cas d'une administration orale. Mais dans certains cas, donc plutôt dans le développement, et puis dans certains cas de figure précis, on va prendre le cas de l'absorption, qui est un processus complexe, on va chercher à incorporer plus de physiologie. Donc là, c'est le cas extrême où on a un modèle complet de pharmacocinétique physiologique, où on a tous les tissus qui sont représentés. Et puis, dans certains cas de figure, on va avoir des parties qui nous intéressent plus. Si on travaille sur une thérapeutique qui est au niveau, pour la pneumonie, au niveau du poumon, eh bien, on va axer le détail sur la partie pulmonaire. Ici, par exemple, c'est l'absorption. Si c'est l'absorption qui nous intéresse, eh bien, on va détailler le tractus gastro-intestinal de telle sorte à incorporer les données qu'on aura générées, de telle sorte à détailler au maximum pour mieux comprendre. Et ça, c'est vraiment la flexibilité de ce genre de modèle. Donc voilà, donc ça c'est la partie structurelle. Ensuite, il y a une question de philosophie, il y a deux approches. L'approche classique de pharmacométrie ou de pharmacocinétique, c'est de dire on analyse individuellement. On a 10 profils, on va mesurer les paramètres pharmacocinétiques que j'ai présentés précédemment pour les 10 patients, pour les 10 individus. La seule chose, c'est que ce genre d'approche nécessite plusieurs choses. Des données riches, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse décrire complètement le profil pharmacocinétique. On a une difficulté à caractériser et à quantifier la variabilité. Et puis, au final, étant donné qu'on fait ça patient par patient, individu par individu, c'est quelque chose d'assez fastidieux à faire. Du coup, il y a une autre approche qui a été créée, philosophiquement différente, c'est l'approche par population. L'idée, c'est qu'on ait une population de patients avec des caractéristiques différentes, qu'on réagit différemment, qu'on a des propriétés intrinsèques qui, au final, ont une importance. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir quantifier la variabilité. Quantifier la variabilité. Et la deuxième chose qui est importante, c'est étant donné qu'on traite tout le monde en même temps, et bien même si on a 3 points pour chaque patient, situés à différents endroits de la courbe, l'information est partagée entre les patients. Du coup, au lieu d'avoir 10 échantillons et 10 prélèvements, qui est compliqué à obtenir et compliqué pour le patient d'ailleurs lui-même, et bien là, les patients se partagent l'information. Donc c'est vraiment l'avantage de cette approche. En termes de variabilité, 3 sources de variabilité sont en général explorées. On a la variabilité interindividuelle dont j'ai parlé. On a la variabilité dite interoccasion intra-individuelle. Ici, on voit par exemple les 2 profils différents. Le patient vient à la visite 1, il a un profil. Il vient à la visite 2, il a 2 profils. C'est le même patient, c'est son propre contrôle. Et en fait, il y a une notion de variabilité, donc interoccasion. Et enfin, la variabilité résiduelle, qui, elle, c'est toute la variabilité qui n'est pas expliquée. Donc en général, c'est la méthode analytique, c'est la différence au niveau des équipes, c'est l'erreur restante. Et l'idée, c'est quoi? C'est de décrire une pharmacocinétique de population donc moyenne, chez l'individu moyen, et ensuite de pouvoir aussi décrire la pharmacocinétique ou la pharmacodynamique chez chacun des patients, en incorporant ces 3 sources de variabilité. Alors comme j'ai dit, la variabilité, on ne peut pas la réduire, on peut l'expliquer. Un exemple ici, on voit par exemple ici qu'on a le volume, donc c'est un volume distribution, et on veut savoir si par exemple l'albumine explique la différence et la variabilité de ces volumes. Ici, on voit qu'on a un profil totalement plat, donc clairement, l'albumine n'explique rien du tout. A l'inverse, ici, pour le volume périphérique, on a clairement une différence entre les hommes et les femmes, et on voit que ici, le sexe peut être une explication. Et ça, on peut explorer une multitude de covariables en fonction des thérapeutiques et de l'aspect judicieux de cette exploration. Voilà. Et enfin, ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Donc là, la courbe bleue, c'est la courbe de population, c'est-à-dire c'est vraiment la courbe moyenne. La courbe jaune à tirer, c'est la courbe moyenne. Donc c'est vraiment ce qui décrit le système structurel. Et puis le système statistique permet de décrire les points bleus, c'est-à-dire en incorporant chaque variabilité, on peut décrire pour l'individu 1 à 4 leur profil de pharmacocinétique. Donc voilà le principe théorique de la pharmacométrie de manière résumée.
La pharmacométrie, elle s'applique dans différents cas de figure, en recherche clinique, recherche préclinique, donc on a de l'in vitro à l'in vivo, au niveau interespèce, donc pour la première dose chez l'homme par exemple. En clinique, donc les essais cliniques, donc au niveau de la décision, donc de toutes les phases, que ce soit de la 1 à la 3, puis ensuite à la 4. Au niveau pédiatrique, quand on a une molécule qui est approuvée chez l'homme et qu'on veut l'approuver chez le patient pédiatrique, eh bien, on peut utiliser les méthodes de pharmacométrie pour scaler chez l'enfant. Et également en pratique clinique, donc pour le suivi thérapeutique. Ça, c'est des molécules qui existent, qui sont un petit peu compliquées à utiliser, qui ont des marges thérapeutiques étroites, qui sont très sensibles à la variabilité. Eh bien, on peut utiliser la pharmacométrie pour adapter les doses, en prenant compte de toutes les caractéristiques qui impactent l'exposition à la molécule. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux applications potentielles en Algérie. Donc c'est vraiment une tentative, c'est deux exemples qui me paraissent potentiellement intéressants. Donc le premier exemple, c'est le développement des médicaments génériques et la partie bioéquivalence. Donc un médicament générique, c'est un médicament qui est conçu à partir d'une molécule et d'un médicament déjà autorisé. Donc un princeps dont le brevet tombe dans le domaine public, donc tout le monde sait ça. Et puis on doit avoir une composition qualitative-quantitative qui est la même en principe actif et avec une efficacité démontrée, et elle est démontrée par un principe de bioéquivalence qui est basé sur la biodisponibilité pour les molécules chimiques. Donc la biodisponibilité, bioéquivalence. Donc la biodisponibilité, c'est la fraction intacte de principe actif qui atteint la circulation systémique. Et la notion de bioéquivalence, c'est en fait la relation entre un princeps et un générique, et qui présente une biodisponibilité similaire, et ceci est caractérisé souvent d'un point de vue visuel, où on superpose la courbe, les concentrations en fonction du temps pour le princeps et le générique, et on a une superposition plus ou moins parfaite des courbes d'exposition. Donc voilà, très schématiquement, le principe de bioéquivalence. Et en fait, l'idée, c'est que cette bioéquivalence, cette similarité au niveau de la biodisponibilité, se traduirait par une similarité au niveau de l'effet thérapeutique, donc de la pharmacodynamie. Alors une étude de bioéquivalence conventionnelle, donc là c'est pareil, c'est assez résumé, mais c'est pour montrer une partie importante, c'est que ça reste une étude clinique qui est assez stricte. Donc c'est chez le volontaire sain avec un certain nombre de sujets. On est en crossover, c'est-à-dire que le patient est son propre contrôle, c'est-à-dire il reçoit d'abord de manière randomisée le produit princeps ou le produit générique, et ensuite il reçoit l'autre. Et ça se fait en dose unique dans des conditions vraiment standardisées. Donc ça c'est important. Et comment on mesure la bioéquivalence? C'est qu'au niveau des paramètres pharmacocinétiques que j'ai présentés précédemment, si on prend ici le cas de l'AUC, on va calculer les moyennes de ces AUC pour le princeps et le générique, on fait le ratio et on calcule l'intervalle de confiance à 90%. Et l'idée, c'est que les valeurs doivent se trouver entre 80 et 125% pour considérer qu'on a bioéquivalence. C'est résumé, mais l'idée, c'est ça. Et ceci se passe in vivo, donc c'est des études bien cadrées. Alors j'ai pris l'exemple d'une étude pilote qui avait été menée sur le valsartan chez le volontaire sain en Algérie. Donc là, par exemple, si j'illustre mon propos, on a les courbes moyennes des concentrations en fonction du temps du traitement de référence, du traitement de test. On voit qu'on a superposition des courbes d'exposition. Et au niveau des valeurs, si on voit le tableau table 4, on voit qu'on est bien au niveau des intervalles de confiance. Pour les AUC, on est bien dans le cadre des limites qui étaient définies précédemment. Donc voilà comment se passe une étude de bioéquivalence classique. Maintenant, l'idée de la pharmacométrie, c'est d'apporter des idées et des solutions permettant de simplifier les process. Alors l'idée là, c'est en développement précoce d'un générique, comment on peut caractériser le produit de référence et améliorer le design du générique de telle sorte à se départir de tout l'aspect contraignant des études de bioéquivalence. Donc on va caractériser le produit de référence en termes de paramètres in vivo, donc pharmacocinétiques. On va définir le profil de qualité du produit générique.
Et puis, on va essayer de faciliter le design de la formulation et la stratégie de développement afin d'atteindre la bioéquivalence souhaitée. Donc pour cela, on va utiliser un modèle. Donc, il s'agit d'une molécule à administration orale. On va utiliser un modèle, donc le modèle A4 modèle, donc j'ai monté précédemment, c'est un modèle physiologique. A4, c'est un modèle d'absorption détaillé. Donc, dans ce modèle, on va avoir comme input un certain nombre d'informations qu'on peut obtenir in vitro. Donc, c'est les propriétés physico-chimiques du produit, on connaît la formulation, les profils de solubilité en fonction du pH, parce que c'est au niveau du tractus intestinal, c'est un paramètre important, le profil de dissolution, etc. Et puis, on a besoin également des profils, des paramètres in vivo de pharmacocinétique. Donc, l'idée, c'est d'avoir comme input notre donnée in vitro, donc ici la dissolution en fonction du pH, qui est facilement obtenue. On utilise notre modèle, on génère ensuite un profil in vivo. Ici, vous voyez la courbe qui passe par les carrés vides, c'est notre profil in vivo de référence. Et la petite courbe qui est tout en bas, c'est notre profil simulé à partir de notre input in vitro. Donc on voit qu'on a une différence. Ce qui veut dire que la dissolution in vitro est un marqueur de la dissolution in vivo, mais il y a des paramètres in vivo qui interviennent. Donc grâce à ce type de modèle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajuster en fait notre profil. On considère que les seuls paramètres sont les paramètres physico-chimiques, donc la dissolution et la solubilité qu'on va modifier de telle sorte à faire fitter nos deux courbes. Et puis on revient en utilisant le même modèle pour voir en fait quelle est la dissolution in vivo, potentiellement in vivo de notre produit. Ça nous permet d'avoir une information supplémentaire et de caractériser au mieux notre candidat générique. Alors, pour résumer, au niveau d'un workflow alternatif, ce qu'on a vu, c'est qu'on a une construction de base de données. On a vu qu'on a un point critique, c'est les données in vivo. Donc, soit on a des données in vivo en faisant une étude in vivo. La chose, c'est que étant donné que les études de bioéquivalence sont des études bien cadrées, elles sont publiées et les données sont de qualité, on peut très bien utiliser les données publiées, avoir une donnée riche, c'est-à-dire prendre toutes les données de bioéquivalence, les compiler dans une base de données, faire une sorte de méta-analyse où on utilise ces données de référence de telle sorte à pouvoir avoir notre profil in vivo. Et ensuite, on utilise les modèles de pharmacométrie, pharmacocinétique pour pouvoir l'implémenter comme je l'ai présenté précédemment. Et puis ensuite, en dernier lieu, ce que je voulais marquer, c'est qu'une fois qu'on a notre modèle et qu'on considère que notre générique, on a un profil bien maîtrisé, on peut même utiliser la pharmacométrie pour simuler dans des cas particuliers, si notre molécule est destinée aux patients obèses, patients âgés, voir l'effet de différentes covariables. C'est tout à fait faisable en utilisant ce genre de modèle. Donc, les bénéfices pour la bioéquivalence d'utilisation de la pharmacométrie, c'est simuler des scénarios thérapeutiques spécifiques. On peut se défaire de données in vivo qu'on génère nous-mêmes en utilisant des données de bioéquivalence déjà publiées. Le développement est assez simple et à faible coût, mise en place de ce genre d'études, etc. Et au niveau du régulateur, c'est qu'on peut faire des requêtes un peu plus spécifiques par rapport aux scénarios in vivo qu'on veut explorer. On peut demander un peu plus au laboratoire sans pour autant le contraindre. Et puis ça peut être une étape aussi intermédiaire pour le passage à la bioéquivalence classique, traditionnelle et plus formelle. La deuxième application qui me paraît potentiellement intéressante dans l'ingénierie, c'est le suivi thérapeutique pharmacologique. Alors, le suivi thérapeutique pharmacologique concerne certaines aires thérapeutiques, donc typiquement les anti-rejets, certains anticancéreux, certains antibiotiques. Et en fait, le schéma, c'est vraiment d'avoir une dose, une mesure de la concentration plasmatique, une marge thérapeutique et puis d'adapter la dose. Au niveau classique, comment ça se fait? C'est qu'en fait, on a des temps de prélèvement qui sont empiriques et on adapte la dose de manière assez empirique. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la marge thérapeutique, on augmente la dose, on est proche de la zone toxique, on réduit la dose. Au niveau pharmacométrique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les modèles pour prédire la pharmacocinétique, de telle sorte, en incorporant toutes les données caractéristiques du patient et de la molécule, et on va calculer une dose préalable et qu'ensuite qu'on va adapter au fur et à mesure.
Donc il y a vraiment une manière rationalisée d'adapter la dose. On peut également prédire les temps de prélèvement idéaux pour avoir le maximum d'informations. C'est-à-dire que si on a tout de même besoin d'un prélèvement, au lieu de le prendre de manière aléatoire, le modèle va permettre de nous dire à quel moment on peut idéalement prédire pour tirer le maximum d'informations. Alors voilà, en pratique, comment ça se présente? Donc on a introduit un certain nombre de paramètres démographiques, laboratoires, etc. Et puis on simule différents cas. Et ici, par exemple, la cible atteinte, c'est le rectangle du milieu, donc c'est le PTA1, donc c'est vraiment notre cible thérapeutique que l'on cherchait. Et à partir de cela, on adapte notre dose et on donne aux patients. Et ainsi de suite, le processus est répété. L'applicabilité, pourquoi en Algérie? Parce qu'en fait, en Algérie, on a beaucoup de produits qui sont référencés, qui sont autorisés. Et en fait, les modèles de pharmacométrie qui sont développés et qui existent sont basés sur des produits qui ne sont pas forcément présents en Algérie. Donc l'idée, c'est de développer des modèles dédiés au marché algérien, donc pour les patients algériens, et aussi spécifiques à la population de patients algériens, de telle sorte à leur proposer des solutions, une adaptation de dose plus appropriée. Étant donné qu'aujourd'hui, par exemple, on envoie parfois pour certains produits, on va les envoyer dans différents pays pour obtenir l'adaptation de dose. Sauf que les modèles qui ont été développés pour cette adaptation de dose ne sont pas forcément des modèles qui ont été développés sur des produits présents en Algérie. Donc l'idée pour la logique de construction, c'est vraiment de collecter des données pharmacocinétiques, donc soit au niveau d'études, mais également dans des banques de données qui existent, parce qu'il y a déjà des données qui sont présentes, de développer un modèle de pharmacométrie et de le valider, et puis ensuite de l'implémenter de telle sorte à ce qu'il soit utilisable par les cliniciens. Et les bénéfices, donc c'est l'amélioration du service rendu pour le laboratoire générique. Donc c'est au niveau marketing, c'est vraiment un marketing différentiel, c'est-à-dire qu'on apporte un service supplémentaire et c'est un développement et un coût assez faible et assez simple de mise en place. Pour le clinicien, c'est vraiment une aide à la décision thérapeutique, facile à utiliser. Et puis pour le système de soins, on a une maximisation du succès thérapeutique et une réduction également des durées de traitement et des événements non désirés. Voilà. Donc j'ai essayé d'être bref. Je voulais vous remercier encore une fois le comité organisateur du CIFAL et Pharmaxium pour m'avoir donné l'opportunité de présenter ma discipline. Merci à vous.